Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. À une semaine de l'arrivée des touristes américains, les chauffeurs de taxi qui ont perdu 80% de leur clientèle depuis la crise sanitaire sont partagés entre satisfaction et inquiétude. Vous allez les entendre. Et puis, rencontre à Mouré avec Vairia Terei Fabre. Elle illustre la femme polynésienne forte et indépendante qui a réussi grâce au travail de ses mains. C'est le portrait de ce journal. Car nous allons justement parler de la condition féminine en Océanie aujourd'hui. La question est au cœur de la conférence internationale de la zone Pacifique qui s'est ouverte aujourd'hui. Quelles sont les grandes lignes de cette rencontre triennale? Isabelle Sachet, ministre de la Famille et de la Condition féminine, est notre invitée. Bonsoir, à tout à l'heure. Handicappolynésie.com, une nouvelle adresse internet destinée aux personnes en situation de handicap surtout. Loi de pays, logement et restaurants accessibles à tel ou tel handicap. On vous dit tout dans un instant. Le gala de fin d'année du lycée professionnel de FAA, c'est demain soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Au programme du glamour avec un défilé de mode et l'élection des Miss et Misters du lycée. Enfin, la journée mondiale de la Terre, c'est aussi 800 kilos de déchets collectés par les bénévoles de l'association Temana ou Temoana à Tetiaroa. C'est à voir dans votre rubrique AA et Finnois. Mais avant d'aller plus loin, cet accident mortel à Papenhou, les images sont spectaculaires. Un camion, un 12 roues précisément, est sorti de la route pour terminer sa course sur le flanc en contrebas. L'accident s'est produit au niveau de la ligne droite de Papenhou. Sur place, des témoins ont rapidement sorti de l'habitacle le chauffeur pour lui prodiguer les premiers soins. Mais selon le directeur de la sécurité de la commune, la victime âgée d'une cinquantaine d'années est décédée. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Aussi, vous aussi, si vous êtes sur la route, soyez extrêmement prudents. Ils font partie des 3800 artisans et entreprises à vivre du tourisme, les chauffeurs de taxi. Ils sont bien évidemment heureux de voir les frontières s'ouvrir petit à petit. Malgré les pertes importantes engendrées par la crise sur leur chiffre d'affaires, ils espèrent pouvoir travailler en toute sécurité. Nicolas Suir et Patrick Sinsing sont allés à leur rencontre. Arrivé très tôt pour faire partie des rares à effectuer une course depuis la fermeture des frontières, c'est l'astuce de Robert, taxi depuis 35 ans. Je suis là depuis 5h30. Et vous avez combien de courses alors? J'ai fait une course là à 9h, de 5h30 à 9h, le premier avion. Le premier avion de Bora Bora. C'est tout. Première course. C'est comme ça tout le temps? Ah, c'est comme ça tous les jours. Hein. Il faut arriver de bonne heure pour faire une course vers les premiers avions. Certains chauffeurs ont baissé les bras. Ils préfèrent rester chez eux. Des collègues qui ne viennent plus parce qu'ils habitent loin, parce que ce n'est pas rentable pour eux, pour une ou deux courses par jour, ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc ouais, on ne les voit plus. Ils viendront pas là, au 1er mai, ils viendront pas? Ah, je pense que si, comme c'est vol international. Hein. Si, je pense qu'ils vont quand même tenter le coup pour voir au début comment c'est. Si. Sans les touristes, il a fallu faire avec le peu de clientèle locale. Les courses, soit les récupérer, je sais pas, pour emmener au docteur ou pour emmener dans un séttlement. Peu importe, les coins, on les emmène. Ouais. Ça suffit ou c'est très dur? C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Comme je t'ai dit au début, on rame. Mais ça va, on se compte avec ce qu'on a. C'est dur, parce que là, on a perdu pratiquement 80% de la clientèle. La clientèle des taxis, c'est une clientèle touristique. Hein. L'ouverture des frontières, une bonne nouvelle, mais avec un bémol. C'est une bonne chose, mais il y a toujours un petit bémol. Il va falloir qu'on fasse attention. Parce que la réouverture de l'année dernière, quelques-uns d'entre nous avons été malades, justement parce qu'il y avait des gens qui arrivaient malades. Nombreux sont les taxis à partager l'avis de ce dernier. Et puis, combien de touristes réellement arriveront à partir du 1er mai? Peu, en tout cas pas assez pour tous. Le début d'une reprise donc, qu'ils espèrent plus conséquente par la suite. Avant de venir à la conférence triennale des femmes du Pacifique pour parler de la condition féminine, nous allons justement rencontrer l'une de ces femmes, Vairia Terei Fabre, forte, qui a réussi grâce à ses multiples talents. À Moorea, ses gravures sur verre et l'agriculture lui permettent aisément de faire vivre sa famille. Rencontre avec Aline Liénard et Marcel Gono. Vairia déborde d'idées. Son inspiration lui vient de la nature qui l'entoure.
Elle qui vit en montagne sur les hauteurs de Popo, la gravure sa passion depuis 5 ans, sa manière à elle de tatouer pour habiller de façon permanente les objets du quotidien. J'aime la gravure, j'aime le dessin, j'aime partager notre culture à travers mes gravures. J'ai des thèmes des fois, ça dépend de la demande de la clientèle. Et après, donc moi j'ajoute mes petits tatouages, mes petits plus dedans. Des fois j'ai des trucs, j'ai des commandes que pour enfants, des trucs Disney et tout. Puis je mets ma petite touche léger, locale, petit tatouage, j'aime ça. Dans son fa'apu, elle apprécie la générosité de la nature. Et ce qui lui manque, elle le trouve chez ses amis agriculteurs. Une économie solidaire et locale, c'est le leitmotiv de Veirea. Du gingembre là-bas un peu, donc il y a un peu de tout. Pamplemousse, des petits mangues. Ce qui est bien ici, c'est que bon, plus souvent. Donc toi, l'arrosage, toi, c'est loin. La crise du Covid ayant impacté son activité de gravure, Veirea l'a alors retournée à son avantage. Une philosophie positive qu'elle entretient en surfant sur la tendance healthy, Veirea l'a bien compris, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La polynésienne businesswoman ne s'arrête jamais. Je descends en moyenne 2 fois par semaine, donc déjà pour faire ce qu'il faut, les paperasses, tout pour mon entreprise, parce qu'à Montréal on est très restreint, donc je descends sur le papier. Et j'ai un petit projet pour bientôt et bon, j'essaye de monter ça. En alliant nature et culture, Veirea vit de ce qu'elle aime faire. Elle qui prend la vie comme une aventure sans fin. Et justement, où en est-on aujourd'hui de la condition féminine? C'est un peu le débat de la conférence triennale des femmes du Pacifique. Nous vous l'annoncions la semaine dernière. Elle réunit 22 pays. Et force est de constater que les femmes s'acquittent toujours et encore de la majorité des tâches ménagères. Après une séparation, les femmes qui assument plus souvent la garde des enfants plongent fréquemment dans des situations de grande précarité. Isabelle Sachet, merci d'être avec nous ce soir. Quels sont les grands axes de ces triennales? Alors, pour cette année, nous allons travailler sur l'autonomisation économique de la femme, les violences liées au genre et la justice climatique. Donc, la première séance a démarré cet après-midi, comme dans les autres pays du Pacifique. Et donc, aujourd'hui, c'était donc le premier thème sur l'autonomisation économique de la femme. Alors nous venons justement de voir un exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cela l'avenir de la femme? Eh bien, je crois que c'est certes l'avenir de la femme, mais pas seulement. Ça concerne aussi l'avenir de notre pays. Parce que comme j'ai pu le lire dans le rapport de Beijing, il a été noté que dans tous les pays où la femme a sa place dans l'économie, eh bien, le niveau économique du pays augmente. Et donc, on peut déjà le vérifier. Donc, c'est ce que nous souhaitons aussi pour notre pays et pour tous les autres pays de la communauté du Pacifique Sud. Justement, malgré les nombreuses avancées politiques visant à assurer la parité ou encore l'égalité homme-femme dans le milieu professionnel ou autre, de nombreuses inégalités perdurent. Quel est l'objectif in fine de cette rencontre qui va durer donc jusqu'à mercredi? Alors, l'objectif majeur est de préparer un document qui va proposer des recommandations qui seront présentées à la réunion des ministres qui aura lieu lundi prochain, de tous les ministres de la communauté du Pacifique Sud. Et donc, les ministres acteront après décision, après des échanges, ce qui aura été proposé demain, après-demain et mercredi. Vous, qu'allez-vous proposer concrètement? Eh bien, c'est demain qu'on va le savoir. Justement, vous avez déjà une petite idée Si nous réunissons les femmes et les hommes, parce qu'il y en avait aujourd'hui, c'est pour justement donner la parole. C'est un espace de parole qui invite toute la population, finalement, au travers de ses représentants, à poser des recommandations que nous allons mettre en œuvre avec le choix de toute la communauté du Pacifique. Mais en ce qui nous concerne, pour mettre encore plus en avant la femme, nous proposons, parce que ça a déjà commencé, des enseignements en développement humain
Et donc jeudi, là qui vient, nous aurons à nouveau un groupe de 30 personnes et ça va se poursuivre ainsi durant toute l'année et autant qu'il le faudra. Pour vous, ce sera peut-être la dernière question également. Qu'est-ce qui reste encore à faire ici en Polynésie ? Au niveau de la femme, oui. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de commencer à prendre en charge les filles plus jeunes. Parce qu'on se rend compte que même des filles qui réussissent à l'école, eh bien, souvent arrêtent d'aller à l'école parce que, eh bien, elles se mettent en ménage, elles tombent enceintes, elles ont des enfants très vite et ensuite elles sont dépassées par la vie. Mais il est à noter aussi que dans notre pays, les femmes sont très engagées et on voit comment elles arrivent à participer au financement de leur foyer, puisque, vous voyez, on a des expositions artisanales et les femmes polynésiennes sont vraiment expertes en la matière. Nous portons toutes des bijoux qui sont créés par nos femmes et c'est tant mieux. Et donc, cet échange avec les femmes des autres îles du Pacifique, je pense, peut leur apporter également à elles autres. Isabelle Sachet, merci. Ce sera aussi le mot de la fin. Et je rappelle que cette conférence va durer donc jusqu'à mercredi. Autre événement majeur pour les Polynésiens en situation de handicap, mais pas seulement. Un nouveau portail s'ouvre à eux, handicappolynésie.com, une adresse Internet, mais surtout un passeport pour naviguer dans l'inclusion numérique. Loi de pays, des adresses où se loger ou encore des restaurants accessibles à tel ou tel handicap. Tout y est. Les précisions de Stéphane Ratino et Jacques Damour. Suivez sur Instagram. 8h à 15h30. Sésame, ouvre-toi. À la découverte du nouveau site, Maeva a donné à son habituel sourire une lumière encore plus intense, à la hauteur de ce monde numérique dont les frontières ont désormais des murs moins grands pour les personnes handicapées. Handicappolynésie.com est un viatique, pas besoin de visa, il guide à haute voix. Je trouve qu'il est très facile d'accès en tout cas. C'est la première chose que j'ai remarquée. Et il est aussi très complet. J'aime beaucoup, surtout au niveau des descriptions, ils ont vraiment pensé aux non-voyants. Du coup, vis-à-vis des photos, je trouve qu'ils ont très bien expliqué les légendes qui sont dessus. Fruit d'un partenariat entre les associations et le pays, l'architecture de ce site est le résultat d'une collaboration riche et minutieuse. Pour chaque obstacle en fonction de l'handicap, une solution donnée. La table de matière énumère des chapitres nombreux, lois, loisirs, découvertes, toute une panoplie de possibilités au cœur de la vie. Ça va nous permettre aussi un peu de nous évader, de pouvoir aller ailleurs, voir dans le monde, parce qu'on n'est pas... la vie, c'est pas que notre petite Polynésie, c'est aussi s'ouvrir vers le monde, apprendre beaucoup de choses. Parce que de plus en plus, on a des personnes handicapées qui veulent faire des formations dans d'autres domaines, mais qui veulent s'expatrier. Un 6e continent, un trait d'union, comme un carrefour, car les personnes sans aucun handicap y trouveront également des informations. Le site sera toujours en mouvement. Le but est aussi d'y recevoir des contributions, par exemple des lieux avec de nouveaux équipements. Bien sûr, il y aura par exemple une newsletter qui va être envoyée aux personnes qui seront abonnées. Et puis bien sûr, les articles, les dernières nouvelles, les blogs, les vidéos, notre chaîne YouTube. Bien sûr, c'est quelque chose qui va vivre et qui va évoluer de jour en jour. Mais au-delà, la question du handicap est au centre de l'agenda politique de Polynésie. Vendredi, de nouvelles annonces devraient être attendues. Ce sera le jour des mobilités mondiales. Edouard Fritsch a d'ailleurs annoncé qu'il allait augmenter les crédits fiscaux pour les entreprises qui aideront financièrement les associations pour handicapés. Les chiffres de la Covid-19, toujours 33 cas actifs, seulement 5 cas supplémentaires depuis vendredi, 6 hospitalisations en cours, dont 3 en réanimation. Sans transition, cette brève judiciaire en comparution immédiate, un sexagénaire a été condamné à 6 mois de prison ferme pour conduite en état d'ivresse. Multirécidiviste, il a été interpellé en décembre dernier avec 2,77 grammes d'alcool dans le sang. Le tribunal a également suspendu son permis et il devra soigner son addiction à l'alcool. Je vous le disais en titre, le gala de fin d'année du lycée professionnel de FAA, c'est demain soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Au programme du glamour avec un défilé de mode et l'élection
de Miss et Mister du lycée. James O et Sandrouli se sont faufilés dans les coulisses de la préparation. C'est l'effervescence depuis ce matin. Toute la section mode du lycée professionnel FAA est mobilisée pour le gala de fin d'année. Au programme demain soir, spectacle de danse, défilé de mode et l'élection de Miss et Mister FAA, un concours de beauté auquel participe Tinirip Hari, candidat numéro 8. Je trouve qu'elles sont très motivées, ces filles. Elles ont du talent et je pense qu'elles pourront aller loin aussi avec ce qu'elles font aujourd'hui. Comment ça se passe? Tu leur proposes des idées, elles te proposent des idées de costumes? Non, moi je leur ai donné carte blanche sur mon costume. Et du coup, elles ont géré depuis le début. Et voilà, ça m'a arrangé aussi parce que je n'avais pas trop d'idées dans ma tête. L'événement se veut glamour et donne l'opportunité aux élèves de la section mode de montrer leur talent et leur savoir-faire, à l'image de Savannah Peritiana, élève de terminale originaire de Apataki. Je suis en train de faire des costumes pour les Miss et Mister pour le gala. En fait, dans les îles, on pratique plus le Ni-Hao chez nous. Du coup, je suis plus pratique sur le Ni-Hao que sur d'autres trucs. Voilà. Pour Lisiane, la coordinatrice de la section, l'objectif est de préparer les élèves au métier de la mode, bien sûr, mais aussi de les propulser sur le marché du travail dès leur diplôme en poche. Pour l'élection, on a ciblé, c'est-à-dire toujours par volontariat, on a ciblé les élèves de terminale CAP et terminale bac pour mode, parce qu'on se dit, voilà, ce sont des élèves qui finissent leur cursus. Et on a besoin qu'on les repère, c'est les professionnels, mettre en avant à la fois leur savoir-faire et leurs compétences techniques, voilà, pour la sortie. Ensuite, on a le défilé de mode qui regroupe toutes les sections. Rendez-vous donc demain soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Pour connaître les noms des lauréats, il faudra patienter après 20h. Attention, une belle soirée en perspective. Et notre tour d'horizon des îles, la reprise des compétitions sportives se poursuit aux Marquises ce week-end à Hakahao avec ce que l'on appelle le festival U9, une rencontre des jeunes des îles de Nukuhiva et Uapo en football pour les 8-9 ans. L'école de football de Uapo a eu affaire à leurs homologues des clubs de Huatanui et la STNC de Nukuhiva. Entre l'euphorie des retrouvailles et le plaisir du sport, les journées ont bien évidemment tenu toutes leurs promesses. On écoute Étienne Kohomouetine au micro de Lionel Dehamwana. Je remercie tous les clubs de Uapo et les 3 clubs de Nukuhiva pour le développement du football jeune au niveau des Marquises, ainsi que tous les éducateurs qui encadrent bénévolement nos enfants pour que le football perdure aussi longtemps que possible au niveau des Marquises. La prochaine rendez-vous les 7 et 8 mai avec le festival et U11 toujours à Uapo. Autre compétition, le championnat de Baltrap, cela s'est passé sur l'île sacrée. Les 4 clubs de Tahiti, Moorea et Raiatea ont repris les séances de tir après 2 ans d'interruption en raison de la situation sanitaire. Le championnat s'est déroulé ce week-end pendant 2 jours. Une trentaine de tireurs s'en est donné à cœur joie. Au premier jour de la compétition, la STM et la STT terminaient ex aequo avec 274 points. Au final, dimanche, le club SCCT prend la tête du championnat avec 3 points d'avance. On écoute le président Jean-Luc Montuel au micro de Julien Vesco. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas fait le Challenge Ramatai, qui était une compétition par équipe. Je suis content que tout le monde ait répondu présent. On a plus de 30 tireurs, c'est bien. Parce que pour le championnat de Polynésie, on est à peu près une 50aine. Donc là, 30 tireurs pour un interclub, c'est bien, c'est très très bien. On a un calendrier qui est chargé cette année. On va faire le championnat de Polynésie au Marquis cette année. Après, on organise, nous ici, un Open de pistolet et carabine 22 long rifle en championnat de Polynésie fin septembre. Fin octobre, on fait le premier fois le championnat de compact ici à Raiatea, championnat de Polynésie. Comme promis, pour clore cette édition, plein phare sur des petits gestes qui, multipliés par centaines, pourraient sauver nos îles. Depuis vendredi, les membres de l'association Te Manao Te Moana et de la Saga ont enfilé leurs gants. Ils ont choisi Teti Aroa pour montrer que ces plages immaculées peuvent aussi être souillées par des déchets qui viennent de très loin. Brigitte Olivier et Heidi Anko.
qui ne se voient pas, ou à peine, se révèlent parfois bien plus polluants que les déchets les plus visibles. Quand il faut arracher aux racines et à la terre des objets déjà délités, aucun espoir de les réutiliser. Quand tu regardes les différents types de déchets, il y a quand même beaucoup de bouteilles plastiques un peu classiques, comme celle-là, qui a priori viennent de loin en plus, donc elles ont fait une grande migration dans les océans. Tous ces déchets-là, ils sont plus recyclables. Pourquoi ils ne sont pas recyclables? Parce qu'en fait, le plastique a été dégradé malheureusement par rapport à l'exposition au soleil et à l'eau de mer, et donc ils ne vont plus pouvoir rentrer dans la filière recyclage. Ces 12 bénévoles ont passé 4 jours sur l'atoll de Tetiaroa afin de nettoyer ces plages des déchets rejetés par la mer. Certains sont même déjà intégrés dans le sable sous forme de particules, une horreur écologique pour les tortues car Tetiaroa est un de leurs derniers sanctuaires. Les tortues pondent dans le sable, ça on le sait, elles vont creuser un nid. Dans ce nid, les œufs vont avoir une durée d'incubation d'à peu près 2 mois. Mais c'est pendant la phase intermédiaire de cette incubation que la température va influencer si la petite tortue elle va devenir mâle ou femelle. Et plus c'est chaud, plus ça va influencer vers une production de femelles. Et si ce sable est composé de petites billes de plastique, ce qui est en train de devenir le cas partout sur la planète, notamment dans des zones très peuplées, eh bien le sable va se chauffer plus vite et au final on va produire que des femelles. Donc une espèce qui est déjà très menacée globalement, mondialement, qui en plus se retrouve avec un déséquilibre, avec pas assez de mâles pour féconder les femelles, bien sûr on va au clash, quoi. Pour la Journée de la Terre, l'association Mana Otemoana a fait appel à 2 jeunes monitrices de voile formées à la saga. Elles sont profondément marquées par ce qu'elles ont vu et appris. C'est plus les déchets désintégrés qui en avaient beaucoup. Et ça t'a marqué? Ah oui, oui beaucoup parce que c'était tout petit et c'était pas beaucoup de bouteilles par exemple, tu vois. C'était vraiment les tout petits objets à ramasser. Ouais, ça vous a fait prendre conscience qu'il y avait un problème avec le plastique? Ah oui, un gros problème quand tu vois les animaux, quand tu vois les tortues sur la plage mortes avec du plastique à l'intérieur, c'est pas beau à voir. Et surtout que nous, on utilise souvent les plages avec les obicates. Tu vois, c'est pas beau de venir tirer ton obicate sur la plage et voir les déchets. C'est pas, je sais pas comment les gens font pour polluer autant. Jeter comme ça, Vous allez en parler quand vous allez revenir à Tahiti? Ah oui, on aime partager ce qu'on a vécu et c'est ça qui est bien, ça entraîne tout le monde quand on le partage. En tout, 800 kilos de déchets ont été ramassés. Ce qui pourra être retraité le sera. Le reste sera enfoui dans les casiers de Paioro, à la presqu'île de Tahiti. Voilà, et si vous souhaitez aller plus loin dans une démarche écolo, des formations, des tutos existent sur le site www.zerowastefrance.org. Avant de nous quitter, demain, René Temeharo sera l'invité café de votre matinale radio. Le ministre de l'Équipement viendra nous parler des grands projets du gouvernement, dont l'aménagement de Mututa et le village tahitien. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale, la condition féminine bien sûr. La question est au cœur de la conférence internationale de la zone Pacifique qui s'est ouverte aujourd'hui. Un thème qui sera largement débattu jusqu'à mercredi par les représentantes des 22 pays présentes. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche seulement qui titre « Tahiti Luxury Resort, la sanction fiscale passe à la trappe ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous. Bleu Océan vous invite ce soir dans l'atelier du constructeur de pirogue Bahamax. 19h40, découvrez les gambiers dans Patitifa. 20h30, 2 épisodes de votre film This Is Us. Belle nuit sur la première. On se quitte en images avec des images d'une exposition artisanale. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet